Kimberly Holton était une jeune adolescente de 16 ans ayant une vie jusque-là assez compliquée. Sa mère avait malheureusement des problèmes d'addiction et elle avait par la suite été trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil. Mais en 2016, elle se trouvait enfin dans une famille définitive, mais malheureusement les choses n'étaient pas roses non plus. Elle avait en réalité beaucoup de mal à s'entendre avec sa nouvelle sœur. Un soir d'ailleurs, sa sœur va remarquer qu'elle n'était pas dans la chambre. Mais bizarrement, elle a attendu le lendemain pour en avertir ses parents. Mais suite à ça, au moment où on s'est rendu compte de la disparition, il était déjà trop tard. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Kimberly Holton, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire qui est extrêmement triste, qui concerne une jeune adolescente qui a déjà eu une vie compliquée. Et vraiment, cette histoire m'a rendue très triste, m'a vraiment bouleversée. Et j'espère qu'elle vous intéressera tout autant que moi, elle m'a intéressée et bouleversée. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui s'abonneront. Ça m'aide beaucoup, ça fait progresser la chaîne, c'est gratuit pour vous, donc allez-y. Aussi, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez suivre un petit peu mes aventures. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Kimberly Holton est née en 1987 aux États-Unis, dans l'état du Delaware. Malheureusement, sa famille était une famille en grande difficulté et elle a alors eu un début d'enfance vraiment compliqué. Sa mère a lutté longuement contre la toxicomanie sans jamais arriver à en voir le bout. Elle n'était donc pas très bien placée pour élever sa petite fille toute seule. Kimberly a alors grandi tout en ressentant une grande détresse. D'une façon, elle a dû grandir plus vite que les autres enfants et ça lui a causé de réels traumatismes émotionnels. Au final, Kimberly a été placée dans une famille d'accueil par les services sociaux dans la ville de Williamstown dans le New Jersey. Sa première mère d'accueil, qui s'appelait Sherry Welch, expliquera que lorsque Kimberly est arrivée chez elle, elle a découvert une petite fille très mince, qui ne mangeait d'ailleurs presque pas et qui n'avait aucun jouet. Au final, Kimberly a un peu été trimballée dans plusieurs familles, mais au tout début de son adolescence, elle est arrivée dans la famille Nazakaitis, famille qui vivait dans la ville de Dover, dans l'état du Delaware. Dans cette famille, il y avait donc la mère de famille qui s'appelait Lorraine, sa fille qui s'appelait Heather, et par contre, je n'ai aucune idée de si un père était présent dans le décor, car je n'en ai entendu parler nulle part. Donc partons du principe que c'était simplement une mère et une fille. Mais en tout cas, Kimberly est arrivée dans cette famille, mais c'est vrai que les choses n'ont pas été si faciles que ça pour elle, parce qu'elle avait quand même du mal à s'adapter à cette nouvelle famille. Elle ressentait d'ailleurs toujours un gros sentiment d'abandon, et avait pas mal de ressentiment envers sa famille biologique pour l'avoir laissée, etc. En soi, oui, c'était une nouvelle famille qui était là pour l'aider, mais elle avait toujours du mal à comprendre pourquoi elle n'avait pas pu grandir avec sa propre famille. Bon, mis à part ça, je vais quand même vous parler un peu plus de Kimberly et de l'adolescente qu'elle était devenue suite à tout ça. En fait, malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle restait une très bonne personne avec une personnalité pétillante. Sa meilleure amie dira d'ailleurs, elle était la personne la plus gentille que vous puissiez connaître. De plus, Kimberly adorait les animaux et voulait même devenir vétérinaire plus tard. De plus, elle était également une grande passionnée de musique. Par contre, à la maison, dans sa nouvelle famille, elle semblait avoir une relation assez compliquée avec sa sœur d'accueil, Heather, qui avait d'ailleurs à peu près le même âge qu'elle. Malheureusement, les deux n'arrivaient pas du tout à s'entendre et elles passaient alors la plupart de leur temps à se disputer. En fait, Kimberly était une adolescente avec un comportement, disons, compliqué et on peut le comprendre. Elle n'était pas très focalisée sur l'école et il lui arrivait même parfois de fuir la maison pendant quelques heures. En fait, on la décrit comme ayant une personnalité assez rebelle. Par contre, Heather, elle, c'était tout le contraire. Elle était beaucoup plus portée sur les études et elle se concentrait sur son avenir. Elle avait donc du mal à établir des liens avec Kimberly et clairement quand elles étaient ensemble, ça créait directement une ambiance assez tendue au sein du foyer. Au final, on aurait pu croire qu'avec les années, la situation se serait un petit peu calmée. Kimberly aurait fait un peu plus confiance à sa nouvelle sœur, à sa nouvelle mère,
mais ça n'a pas vraiment été le cas. En 2003, Kimberly avait alors 16 ans et elle avait vraiment de très gros soucis de comportement. Elle continuait à fuguer et avait également des problèmes de toxicomanie. Clairement, ça se voyait qu'elle n'allait pas bien et on peut imaginer que tout ça était une forme d'appel à l'aide. Mais bon, en attendant, même si ça créait une situation compliquée au sein de sa famille, elle se mettait aussi en danger. Elle fréquentait des personnes qui n'avaient pas toujours de bonnes intentions et surtout, elle consommait des substances qui pouvaient lui faire beaucoup de mal. Donc voilà à peu près la situation en 2003, donc lorsque Kimberly avait 16 ans. Mais à présent, on va se plonger dans la journée du lundi 29 septembre 2003. Ce soir-là, Kimberly semblait encore une fois avoir fugué de la maison. Heather, sa sœur adoptive, a été la première à remarquer qu'elle était partie, mais elle n'a pas semblé vraiment s'inquiéter. Elle a vu que sa sœur n'était pas dans la chambre, qu'elle était sans doute partie encore une fois, mais j'ai envie de dire qu'elle avait l'habitude et elle s'est dit bon, je vais pas le dire et je vais attendre qu'elle rentre demain matin. Donc voilà, au final, Heather a été se coucher tout en sachant que Kimberly n'était plus là. Par contre, le lendemain matin, quand la famille s'est réveillée, Kimberly n'était toujours pas là. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Lorraine, la mère de famille, va remarquer son absence. Évidemment, elle va directement s'inquiéter, c'était une journée scolaire, c'était bizarre qu'elle ne soit pas là. Et d'ailleurs, finalement, le bus scolaire est passé, Heather y est montée. Par contre, Kimberly, elle, restait toujours introuvable. Peu de temps après, Lorraine, sa mère adoptive, a alors décidé de signaler la disparition de Kimberly à la police. Bon, il faut se rendre compte que Lorraine était effectivement inquiète, qu'elle a quand même appelé la police et que elle trouvait que la situation était quand même différente de d'habitude, mais elle n'était pas non plus dans un sens mort d'inquiétude ou désespérée, parce que ce genre de choses était déjà arrivé, disons qu'elle avait malheureusement l'habitude. À ce moment-là, elle se disait que tout ce qu'elle pouvait faire en soi, c'était attendre et espérer que Kimberly rentre saine et sauve à la maison. Mais voilà, ici, ce qui est étrange, c'est que les jours sont passés et Kimberly n'est toujours pas rentrée et ça n'était jamais arrivé. C'est vraiment à ce moment-là, plusieurs jours plus tard, que Lorraine a commencé à être réellement inquiète et elle s'est dit que peut-être quelque chose lui était arrivé. À ce moment-là, Lorraine ne savait pas vraiment quoi faire, elle se sentait totalement impuissante, elle s'en voulait de ne pas avoir pris tout ça au sérieux plus tôt, mais d'un autre côté, ça arrivait tellement souvent qu'on peut la comprendre dans un sens, mais là c'est vrai qu'elle commençait à se sentir vraiment mal et la nouvelle de la disparition de Kimberly a commencé à se savoir dans la ville, dans le quartier, etc. Du côté des enquêteurs, c'est un petit peu pareil, ils la recherchaient tout en se disant que sans doute elle allait bien réapparaître. Mais c'est vrai que là, plusieurs jours plus tard, les recherches se sont quand même intensifiées. Les autorités locales et les bénévoles ont alors passé toute la zone au peigne fin et ils ont vraiment inspecté tous les terrains autour de la maison de Lorraine, Kimberly et Heather. Ils cherchaient vraiment le moindre signe, le moindre indice et peut-être même un corps. Des tracts ont également été distribués et la police a enquêté sur les lieux connus où Kimberly aimait aller, mais également sur ses relations. Ils ont d'ailleurs petit à petit mis Heather, la sœur adoptive, au centre. Et d'ailleurs, en se penchant sur les relations de Kimberly, ils ont commencé à comprendre que elle et sa sœur adoptive, donc Heather, avaient beaucoup de mal à s'entendre et donc petit à petit, ils ont placé Heather au centre de l'enquête. En fait, on savait que Kimberly et Heather ne s'appréciaient pas et donc on s'est dit qu'elle aurait pu s'en prendre à elle. D'ailleurs, ce qui est important à noter ici, c'est que Heather a été la première à se rendre compte de la disparition de Kimberly, mais elle a attendu le lendemain matin pour en avertir sa mère. Donc déjà ça c'était étrange, mais la police va également s'intéresser au petit ami d'Heather qui s'appelle Jacob Jones, qui selon eux aurait pu l'aider à faire le coup. Mais voilà, le 9 octobre 2003, c'est-à-dire 2 semaines après la disparition de Kimberly, l'enquête va prendre un tout nouveau tournant. Ce jour-là, un couple de pêcheurs a fait une sinistre découverte au large du Cap May dans le New Jersey. En fait, alors qu'ils pêchaient dans l'océan Atlantique, ils ont repéré ce qui semblait être des débris qui flottaient un petit peu au loin dans l'océan. Ils avaient alors décidé de se rapprocher pour voir de quoi il s'agissait. Et c'est là qu'ils s'étaient rendus compte qu'il s'agissait en réalité d'un corps humain. Ils avaient alors paniqué et avaient immédiatement contacté les autorités. Le bureau du procureur du comté de Cap May et l'unité des crimes majeurs de la police d'État du New Jersey sont alors arrivés sur place. Des plongeurs ont été déployés pour essayer de récupérer le corps et la zone a été bouclée pendant que les enquêteurs commençaient leur travail. C'est au final un crabe des rochers qui a indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps. Et d'ailleurs, détail glaçant, le crabe était en train de manger l'intérieur
l'intérieur de la cuisse du corps humain. Ça a d'ailleurs fait dire aux enquêteurs que le corps avait d'abord été au fond de l'eau et qu'il était remonté à la surface que bien plus tard, parce que les crabes des rochers se nourrissent exclusivement au fond de l'océan. De plus, le corps avait sans doute été jeté loin dans l'océan parce qu'il a été retrouvé à plus de 3 km de la côte du New Jersey. En tout cas, une fois que le corps a pu être récupéré, les enquêteurs ont noté qu'il était extrêmement décomposé et surtout qu'il était impossible d'identifier quoi que ce soit. Ils noteront également que les jambes du corps avaient été attachées à l'aide d'une chaîne. Donc déjà, rien que ce détail laisse sous-entendre qu'il s'agit d'une scène de meurtre. Donc là, clairement, ils ont pu imaginer que ceux qui avaient jeté ce corps dans l'océan n'avaient clairement pas prévu qu'il remonte à la surface. Ils l'avaient vraiment jeté très loin des côtes et pour eux, eh bien, le corps avait coulé et c'est tout. Donc par la suite, le corps a été envoyé au bureau du médecin légiste pour une identification ainsi que pour une autopsie. Malheureusement, le légiste a pu confirmer qu'il s'agissait bel et bien du corps de Kimberly Holton. Selon lui, la cause de la mort était la suffocation, mais son corps était vraiment dans un piteux état, donc c'était difficile de pouvoir avoir énormément d'informations. Par contre, il a également découvert qu'elle avait un grave traumatisme crânien, dû sans doute à une chute d'une hauteur assez importante. La nouvelle de sa mort a alors provoqué une réelle onde de choc dans la communauté et évidemment tous ses amis et sa famille sont entrés dans un deuil profond. Mais en tout cas, suite à ça, l'enquête pour la disparition de Kimberly s'est transformée en une enquête pour un potentiel homicide. Là, les enquêteurs ont directement pensé à Jacob Jones comme principal suspect, donc Jacob qui était le petit ami d'Heather, la sœur de Kimberly. Pour vous parler un petit peu plus de lui, Jacob était un élève brillant au lycée, il était également décrit comme un homme charismatique et charmant. Les gens qu'il connaissait diront qu'il avait une personnalité vraiment magnétique, il attirait beaucoup les gens. Il était passionné d'aviation et participait à diverses activités liées au vol. Mais bon, la police va quand même découvrir un côté bien plus sombre de sa vie. Jacob avait en fait un gros malaise en lui. Il n'avait pas une très bonne vue et donc il savait qu'il ne pourrait jamais devenir pilote de ligne. Selon les gens qui le connaissaient, ça le perturbait quand même beaucoup et à cause de ça, il se sentait quand même mal dans sa peau. Pour ce qui est de sa relation avec Heather, ils avaient en fait commencé à sortir ensemble alors qu'ils étaient au lycée, donc c'était quand même une relation assez récente, mais elle était intense et passionnée. Alors oui, ils avaient des hauts et des bas, mais c'était assez typique d'un couple d'adolescents. Mais clairement, Heather semblait totalement sous le charme. Elle était d'ailleurs très attirée par sa personnalité, mais aussi par ses ambitions. Même si ça faisait très peu de temps qu'ils étaient ensemble, comme je vous l'ai dit, ils étaient devenus totalement inséparables. Mais voilà, au fur et à mesure que leur relation progressait, il y a quand même eu quelques tensions qui ont commencé à faire surface, notamment concernant Kimberly. On sait que Heather avait du mal à s'entendre avec elle, mais c'était également le cas de Jacob. Il n'aimait pas du tout qu'elle soit dans la vie d'Heather et il en avait marre de les entendre se disputer à longueur de temps. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, Kimberly avait un tempérament un petit peu rebelle et donc elle n'hésitait pas à provoquer Jacob et à se disputer avec lui. Les deux se détestaient réellement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les enquêteurs ont directement nommé Jacob comme suspect numéro 1. La police de l'État du New Jersey avait alors comme théorie que peut-être Heather et Jacob aient élaboré ensemble un plan pour tuer Kimberly et que Jacob soit ensuite réellement passé à l'acte. Les enquêteurs ont alors décidé de mettre Heather sous surveillance et finalement, le 17 octobre, elle a été convoquée pour être interrogée. Au cours de cet interrogatoire, Heather a nié avoir un lien avec la mort de sa sœur adoptive et elle a également nié avoir eu connaissance du crime. La police lui a alors dit que, selon eux, c'était Jacob, son petit ami, qui avait tué Kimberly. Mais encore une fois, elle va nier les faits et elle dira avec insistance que Jacob n'y était absolument pour rien. Mais voilà, les policiers vont alors expliquer à Heather qu'ils avaient pourtant trouvé une preuve très incriminante contre Jacob. En fait, rappelez-vous qu'on a retrouvé le corps de Kimberly, on a également retrouvé une chaîne qui liait ses pieds ensemble. La police avait alors pu noter le numéro de série de la chaîne et avait pu voir dans quel magasin elle avait été achetée. Les enquêteurs avaient finalement réussi à obtenir des images de vidéosurveillance montrant Jacob dans un magasin qui s'appelle Lowe's, qui se situe à Dover,
au moment de la disparition de Kimberly. Sur les images, on le voyait en train d'acheter des chaînes et justement, les chaînes qu'on le voit acheter sont exactement celles qui ont servi à attacher les jambes de Kimberly. La police a alors montré cette vidéo à Heather et elle a semblé extrêmement choquée. Elle dira à ce moment-là « Je le jure devant Dieu, je ne sais pas ce qui est arrivé à Kim. Je ne sais pas si Jacob a eu quelque chose à voir avec ça, je ne sais rien à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que je suis complètement innocente. » Ensuite, elle a dit qu'effectivement, c'était bien Jacob sur la vidéo, qu'elle le reconnaissait et elle a même eu l'air très perturbée, comme si d'un coup, elle doutait de l'innocence de l'homme qu'elle aimait. En tout cas, après ça, Heather a été libérée et clairement, suite à cet entretien, sa relation avec Jacob a commencé à devenir de plus en plus tendue. Elle a d'ailleurs confronté Jacob à propos du meurtre, mais il a nié en vain. Et puis, le 20 octobre 2003, donc 3 jours après ce fameux interrogatoire, Heather a reçu une nouvelle dévastatrice. Jacob avait mis fin à ses jours. Il s'était en fait tiré une balle dans la tête sans rien laisser derrière lui. Suite à ça, Heather a alors été totalement bouleversée et a été plongée dans un profond état de choc. Dites-vous bien que là, la pauvre devait encaisser le fait que le garçon qu'elle voyait comme l'amour de sa vie était mort, mais surtout que le fait qu'il ait mis fin à ses jours comme ça laissait très clairement penser qu'il était bel et bien le coupable, que c'était lui qui avait assassiné Kimberly, sa sœur adoptive. D'ailleurs, Heather dira bien plus tard « J'avais tellement mal que j'avais envie de mourir moi-même ». Faut se dire que jusque-là, on avait quand même pas mal suspecté Heather d'avoir un lien avec l'homicide de sa sœur. On l'avait suspecté d'avoir élaboré un plan avec son petit ami. Mais à partir de là, avec ce qu'elle avait dit aux enquêteurs, à quel point elle avait été choquée d'apprendre que voilà, son petit ami avait sans doute un lien là-dedans, les enquêteurs ont commencé à moins la suspecter et petit à petit ils se sont dit qu'elle avait réellement rien à voir dans la mort de sa sœur. En soi, ce que tout le monde s'est dit, c'est qu'elle était vraiment trop amoureuse de Jacob pour voir tous les signes et elle lui faisait également entièrement confiance. Elle l'avait défendu corps et âme parce qu'elle était sûre de son innocence à ce moment-là. En tout cas, l'enquête va se poursuivre et malgré tout ça, la police va commencer à s'intéresser à une nouvelle personne. Il s'agissait d'un certain Michael Kaiser qui était justement avec Jacob la nuit du meurtre de Kimberly. La police a alors arrêté Michael après la mort de Jacob et ils se sont donc mis à l'interroger. Là, en interrogatoire, Michael savait qu'il était coincé et donc il a décidé de tout avouer. Il va d'abord bel et bien reconnaître que c'est Jacob qui a tué Kimberly et il avouera également avoir été son complice. Il expliquera que la nuit du 29 septembre, il avait conduit Kimberly à un motel où lui et Jacob ont eu des relations avec elle. Alors, c'est bizarre parce qu'on ne sait pas vraiment quel était l'état de Kimberly à ce moment-là. Je me demande si de base elle a fugué de chez elle pour les retrouver ou si on lui a tendu un piège ou s'ils se sont croisés par hasard, ça je sais pas vraiment. Voilà, donc je ne sais pas à quel point elle était consentante d'aller dans ce motel ou si vraiment on l'a enlevée. Mais bon, vu à quel point elle et Jacob se détestaient, ça m'étonnerait réellement qu'elle ait été consentante de faire quoi que ce soit avec lui. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est dans ce motel que les choses ont mal tourné. Après avoir eu une relation sexuelle avec elle, Jacob l'a en fait étouffée, mais Kimberly se débattait beaucoup trop. Michael, son complice, a alors assisté à la scène impuissant. D'ailleurs, il dira à la police que suite à ça, Jacob l'avait menacé pour qu'il l'aide à commettre le meurtre avec lui. Michael va d'ailleurs dire que lui aussi était un peu une victime dans tout ça parce qu'il ne voulait pas faire de mal à Kimberly, mais que Jacob l'aurait menacé en lui disant que s'il ne l'aidait pas, il y aurait des répercussions très graves sur lui et même sur ses proches. Donc suite à ça, Michael va expliquer que il avait accepté de l'aider et il s'était mis à tenir les jambes de Kimberly. Pendant ce temps-là, pendant qu'il la maintenait immobilisée, Jacob, lui, l'étouffait. Après ça, une fois que Kimberly était décédée, il l'avait alors aidé à envelopper son corps dans une couverture et à le placer dans le coffre de la voiture de Jacob. Par la suite, Jacob avait alors loué un avion et avait survolé l'océan Atlantique, toujours accompagné de Michael. Ils avaient alors pris avec eux le corps de Kimberly et ils l'ont jeté en dehors de l'avion pour que son corps atterrisse en plein milieu de l'océan. Ça explique donc pourquoi elle avait un traumatisme crânien, parce qu'elle avait fait une longue chute, et ça explique aussi pourquoi elle avait coulé puis qu'elle était remontée à la surface aussi loin de la côte. En tout cas, après ses aveux, Michael est resté en prison pendant 1 an et finalement son procès s'est ouvert le 27 octobre 2004. Là, Michael Kaiser a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue
vue de commettre un meurtre. Le jury a alors recommandé la peine de mort en disant que la nature préméditée du crime le rendait encore plus épouvantable. Le juge l'a tout de même épargné de cette peine de mort, mais il a quand même condamné Michael à la prison à perpétuité. Donc j'imagine que le jury et le juge n'ont pas réellement reconnu le fait que Michael ne faisait que suivre les ordres de Jacob parce qu'il était menacé. En tout cas, une fois que tout ça s'est terminé, que le procès a eu lieu, que la condamnation a été dite, eh bien la famille de Kimberly et ses amis ont pu vraiment commencer leur deuil, mais évidemment tout ça les a fortement impactés. Elle était une jeune fille pétillante qui n'avait qu'une idée en tête, c'était arriver à s'intégrer et à être aimée. Ceux qui la connaissaient se souviendront d'ailleurs toujours de son rire et de son énergie contagieuse. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Et sinon, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!